Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lancement officiel de l'atelier d'appropriation et de prévalidation du document de la politique de manuel scolaire ce mercredi 16 juin. C'était au ministère des Enseignements secondaires et de la formation professionnelle. Ouverture également ce mercredi à Cotonou de la 12e Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Objectif, procéder à la validation de l'étude sur les effets de la crise de Covid-19 sur les institutions et fonds de formation professionnelle et les pistes de relance des activités du réseau. Et puis, la Malaisie connaît une troisième vague de contamination à la Covid-19 depuis le début du mois de mai. L'inquiétude monte face à la propagation du virus. Les autorités ont donc décidé de prolonger les mesures restrictives. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, les cadres du ministère des Enseignements secondaires en conclave ce mercredi. Il s'agit de l'atelier d'appropriation et de prévalidation du document de la politique de manuel scolaire. Présidé par le secrétaire général du ministère, il est l'un des compartiments du projet soutien à l'enseignement secondaire. Cano, François Rungbader-Rinto, Damien Pedro. Depuis 2018, le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle s'est engagé dans le processus d'élaboration d'une politique du manuel scolaire vu les nombreuses difficultés auxquelles le sous-secteur de l'enseignement secondaire est confronté. Cela se traduit par l'inexistence d'un cadre normatif de production des manuels scolaires et des matériels didactiques aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants. D'où la justification de la tenue de cet atelier d'appropriation et de prévalidation des documents de la politique du manuel scolaire de l'enseignement secondaire, comme le précise ici le secrétaire général du ministère, André Adagnorsi. Le document objet du présent atelier de prévalidation s'inscrit dans ce même registre. Il vise à combler les lacunes existantes dans sa philosophie, dans le mécanisme de production, d'édition, de distribution, d'utilisation et d'évaluation des manuels scolaires dans le sous-secteur. Cette politique ambitionne donc de garantir aux apprenants une formation de qualité en adéquation avec les besoins du développement du pays. James Agbo, coordonnateur du projet SENS, entendé projet soutien à l'enseignement secondaire, a rappelé le soutien dont le projet a bénéficié de la part de l'Agence française de développement AFD. Le ministère, à travers le projet SENS, qui est le projet soutien à l'enseignement secondaire, a bénéficié de la part de l'Agence française de développement un financement dont la composante 1 a pour objectif de renforcer le pilotage et la gestion du sous-cycle pour une expansion quantitativement et qualitativement soutenable du système. Ensuite, le secrétaire général du ministère a tenu à notifier également le long processus qui a abouti à l'élaboration du document objet des présentes assises. Premièrement, il y a eu la mise en place du comité de rédaction de la politique du manuel scolaire par note de service. Deuxièmement, l'élaboration du draft de la politique de manuel scolaire par le comité mis en place. Et troisièmement, l'assurance qualité du document par un expert recruté par le projet soutien à l'enseignement secondaire, projet SENS financé par l'Agence française de développement AFD. C'est alors le moment de témoigner au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle les remerciements de la Nation à l'Agence française de développement, AFD, qui a appuyé le processus d'élaboration du présent document à travers le projet SENS. Au cours de cet atelier qui durera 24 heures, le document de la politique du manuel scolaire élaboré par une commission technique mise en place par le ministère sera approprié par l'ensemble des participants. Ensuite, il sera soumis à une prévalidation.
Les experts des pays membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle sont en assemblée générale ce jour. C'est le directeur de cabinet du ministère qui a procédé au lancement officiel des travaux qui se sont déroulés dans un hôtel à Cotonou. On retrouve Carnot François Rungwederanto et Jean-Baptiste Boko pour le point. À la faveur de la régression de la pandémie du coronavirus et de la reprise progressive des activités dans les institutions, le bureau exécutif du RAPPRO entendait Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle après une analyse de la situation sanitaire au cours de sa réunion de novembre 2020 à Niamey, a décidé de remobiliser les membres pour la relance des activités du réseau. Une tradition pour le RAPPRO de tenir une session dans l'un des pays membres pour faire le point de l'année écoulée et prendre des engagements pour le futur. Ayant pour thème central la validation des résultats de l'étude des effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les institutions et fonds de formation professionnelle et les pistes de relance de leurs activités, cette 12e Assemblée générale se déroulera en 2 phases qui nous sont précisées ici par le président du réseau, Abdou Germain Lawal. Les travaux de la 12e Assemblée générale ordinaire se dérouleront en 2 phases. L'atelier thématique et l'Assemblée générale. L'atelier de validation de l'étude sur les effets de la crise Covid sur les institutions et fonds et les pistes de relance de leur activité qui démarrera après la pause constitue la première étape de notre rencontre de Cotonou. À la reprise des travaux et conformément au programme, les membres du réseau tiendront leur Assemblée générale au cours de laquelle ils examineront aux fins d'adoption les rapports de gestion 2019-2020 ainsi que les plans d'action et budget 2021. De même, ils passeront en revue les questions diverses pour finir avec le renouvellement du bureau exécutif, lequel conduira les activités du réseau au cours des 3 prochaines années. Le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Ayouba Garba, a notifié que le gouvernement du président Patrice Talon était déjà en avant-garde sur la mise en place des mesures innovantes en cette période de pandémie. Le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon est également en avant-garde sur votre initiative et la mise en place de mesures innovantes. Il nous faut aujourd'hui faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour rechercher les solutions et outils nécessaires en vue de s'adapter au contexte d'urgence sanitaire et d'amorcer les processus de digitalisation de nos administrations. Je souhaite vivement qu'au terme de cette Assemblée générale, une série de recommandations soit formulée à l'endroit des dirigeants des institutions et fonds de formation dans le sens d'une contribution du numérique et autres mesures à la réduction de l'impact négatif de la pandémie. Rappelons que le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAPPRO a vu le jour le 26 septembre 2006 à Cotonou sous l'impulsion du FODEFK avec le soutien du Bureau international du travail. En images, 8 chaînes de radiodiffusion sonore privées sur 10 ont renouvelé hier à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication leur convention de licence d'exploitation. Après la cérémonie de signature, Tidjani Serpos, représentant des promoteurs des radiodiffusions présents, a exprimé sa gratitude à l'endroit des responsables de l'institution et a plaidé pour que cette dernière soit pour eux une avocate. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Nous avons signé à nouveau la convention avec la HAC. C'est un moment très très important. C'est un moment de renouvellement. C'est un moment où nous irons encore plus loin. Notre souhait, c'est de faire en sorte que la HAC, au niveau financier, au niveau matériel, il faut que la HAC nous supporte un peu plus.
il faut que quand nous tournons notre regard vers l'arrière, nous puissions être sûrs que la HAC est notre avocate. Au nom de tous mes frères et sœurs promoteurs, je tiens à dire à M. Moretti, le président de la HAC, que nous serons toujours là. Si la HAC aussi a besoin de nous, nous serons là. Mais quand nous avons besoin de la HAC, il faut que la HAC nous aide aussi. Et puis, à la suite de la signature des conventions de licence d'exploitation des radiodiffusions, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont également clôturé ce mardi leur première session ordinaire de l'année 2021. Le point de la campagne électorale de l'élection présidentielle d'avril dernier a été au cœur de ces assises qui ont permis d'examiner 16 rapports et de prendre 13 nouvelles décisions. Écoutons Rémi Prosper Moretti au micro d'Eden TV. Au cours de cette section, notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier 16 rapports et de prendre 13 décisions. Je vous en suis reconnaissant. Comment pourrais-je passer sous silence le sens élevé de responsabilité des professionnels des médias qui ont respecté les dispositions de toutes nos décisions, contribuant ainsi à une élection apaisée, au développement du pays et à l'unité nationale. Soyez-en remerciés, chers partenaires. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces chantiers ouverts exigent de notre part des efforts soutenus. Bien que ce qui a été fait soit important, de grands défis nous attendent encore. Pour ce faire, il nous revient de multiplier nos énergies pour enregistrer des victoires meilleures. L'aboutissement du processus d'autorisation des médias en ligne, la sélection et l'implantation des radios se présentent comme des priorités pour la HAC. Il est important que nous renouvelions notre engagement, que nous maintenions le cap et que la solidarité prime entre nous en toutes circonstances dans les tâches qui nous attendent pour le bonheur de toutes et de tous. Les membres de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin ont marché hier à Cotonou, dénommée Marche du Cœur. Elle s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Carnot François Ngbaderanto, Fiacre Voitan. Marche du cœur ce mardi 15 juin 2021. Une initiative de la plateforme des organisations de protection et de la défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Protéger les personnes âgées pendant et après la pandémie, c'est le thème retenu par les Nations Unies pour cette édition. Un thème qui a inspiré un autre chez les membres de la plateforme initiateur de la marche. Pour nous, à la plateforme des personnes âgées, nous retenons comme thème « Payons nos dettes envers nos personnes âgées et préparons notre tour ». La présente célébration est aussi pour nous l'occasion d'être reconnaissante pour plusieurs défis déjà relevés par le gouvernement. Nous pouvons citer l'élaboration de la politique holistique de protection sociale, l'élaboration de la politique nationale pour le vieillissement actif en bonne santé, l'élaboration des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire et j'en passe. Présente à cette marche, Véronique Otoinfo-Demewanou, ministre des Affaires sociales, a souhaité que chaque famille s'occupe d'abord de ces personnes âgées et par la suite a promis le soutien du gouvernement concernant le bien-être social de ces dernières.
les personnes du troisième âge, moi j'aime bien les appeler les personnes du bel âge. Parce que pouvoir compter des années, c'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Mais ceci dit, c'est vrai aussi qu'avec l'âge, il y a des problèmes physiologiques qui s'installent sur le plan sanitaire, il y a des déficiences. Et certaines parmi vous sont plus vulnérables que d'autres. Et c'est cette journée qui doit lever la voix, lever le ton pour s'insurger contre ces violences. Et appeler toutes les familles, ce sont d'abord les familles qui sont le premier rempart, que les familles s'occupent de leurs personnes âgées. Le gouvernement également de son côté participera au renforcement du cadre juridique qui vous protège. Et à cet effet, un avant-projet de loi a déjà été élaboré portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base. C'est au niveau du ministère de la Justice avant la transmission à l'Assemblée nationale. Démarrée à la place de l'Étoile Rouge, la marche a eu pour point de chute la Bourse du Travail. Elle a eu également comme particularité des pancartes de messages portés par les marcheurs pour dénoncer les violences dont les personnes âgées sont victimes. Au registre sport, vous le savez, le match Sierra Leone-Bénin avec tous les rebondissements qui l'ont entouré a finalement eu lieu ce mardi 15 juin 2021. C'est avec une défaite que les écureuils du Bénin rentrent au bercail, disant ainsi au revoir à la CAN 2022. Une équipe de reportage d'Eden TV était à Calavi pour vous faire le compte rendu de l'ambiance qui a entouré ce match dans la commune d'Abomey-Calavi. Aristide Setting, Juste Defonji, Jean-Baptiste Bocon. 1-0, c'est le score qui a permis aux Sierra Leonais d'éliminer le 11 national. Dominateur du match, dans le premier quart d'heure, le capitaine des écureuils, Khaled Adenon, commettra la lourde faute d'une main baladeuse dans la surface de réparation, permettant ainsi au Leon Star de la Sierra Leone d'inscrire le but de la rencontre à la 20e minute de jeu. À la mi-temps, déçus mais confiants, les supporters des écureuils espèrent que leur équipe marquera tout au moins un but pour se qualifier. Mon match, sans vous mentir, pour la première mi-temps, la première partie, je suis déçu parce que, premièrement, j'ai confiance à mes Béninois, j'ai confiance en eux, mais pour le départ, je vois que ceux de la Sierra Leone, ils ont joué parfaitement. Maintenant, je prie pour que la deuxième partie, ça soit du meilleur, de la joie pour moi. Parce qu'actuellement, là où je suis maintenant, je ne suis pas du tout à l'aise, quoi. Je ne suis pas du tout à l'aise parce que la manière dont ils ont marqué le but là, ça m'a trop découragé, quoi. Bon, au fait, la première partie, ça m'a un peu touché. Mais je ne suis pas découragé parce que j'ai confiance aux jaunes. Et ceux qui vont égaliser le but là. À la deuxième mi-temps, les écureuils du Bénin ont dominé le match de fond en comble avec 65% de possession de balle sans être efficaces devant le but. Charbel Gomez, Jérôme Bonou, Désiré Azankpo, Amaniti Djani et Michael Poté, 5 changements effectués par le sélectionneur béninois pour essayer de marquer le but du match nul, n'auront servi à rien. Le Bénin ne sera pas au Cameroun en 2022. C'est un sentiment de tristesse parce que depuis 2 ans, le Bénin nous a étonné, l'équipe nationale de football du Bénin nous a étonné par sa prestation lors de la dernière CAN. Et pour nous, c'est que cette dynamique doit continuer. Nous voulons que le Bénin révèle de plus en plus dans le sport. Mais malheureusement, ce soir, ce n'est pas le cas. Et comme vous l'aviez constaté tout à l'heure, nous avions perdu 1-0. Il nous manquait juste un but pour pouvoir nous qualifier. Hey, ils ont joué, ils ont bien joué. Ah, ils ont bien joué, on ne peut pas dire que les Béninois n'ont pas joué. Ils ont bien joué pour nous montrer qu'ils ont joué. Ils nous ont montré. Mais si, en tant qu'ancien joueur du requin, de l'Atlantique, en tant qu'ancien joueur, si je vais dire le match là,
Ils ont vendu le match. À qui la faute de cette défaite? Est-ce au feuilleton de Freetown et Conakry ou ce sont les écureuils qui n'ont pas su sauver l'honneur du Bénin? Il faudra situer tout de même les responsabilités. Actualité en dehors du Bénin, le président turc est en Azerbaïdjan pour une visite de 3 jours. Il s'est rendu ce mardi sur le territoire revendiqué par l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Un conflit entre deux pays qui a déjà fait près de 6000 morts. Cela fait maintenant plus de 20 ans que les relations entre les deux parties se montrent difficiles, voire impossible. De son côté, la Serbie refuse catégoriquement de reconnaître l'indépendance de sa province, qui s'est autoproclamée République du Kosovo en 2008, un territoire qui n'est reconnu ni par l'ONU, ni par l'Union européenne. Un statut clivant à l'international. D'une part, le Kosovo est soutenu politiquement et militairement depuis les années 90 par l'OTAN, sous l'impulsion des États-Unis. De l'autre côté, la Serbie considère toujours le territoire comme sa province méridionale, position partagée, entre autres, par la Russie et la Chine. C'est dans ce contexte difficile que les dirigeants serbes et kosovars se rencontrent aujourd'hui à Bruxelles. Le dernier entretien en date, une vidéoconférence en juillet 2020, mais depuis, certaines choses ont changé, avec notamment au Kosovo l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Premier ministre, Albin Kurti, réformiste de gauche, qui s'est engagé à adopter une nouvelle approche dans les discussions avec le président serbe Aleksandar Vučić. Les deux parties souhaitent aujourd'hui intégrer l'Union européenne. Pour la Serbie, le refus de reconnaître l'indépendance de sa province constitue un obstacle dans le processus d'adhésion à l'Union européenne, alors que de son côté, le Kosovo a besoin de la reconnaissance serbe pour obtenir un siège aux Nations Unies. Regain de tension au Proche-Orient, premier échange de tirs entre Israël et le Hamas depuis la trêve à Gaza. L'aviation israélienne a ciblé la nuit dernière des positions du groupe islamique après des lancers de ballons en direction de l'État juif. Ce sont les premières frappes après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement en Israël. Ce reportage de nos confrères de RT qui ne vient pas. Ce journal se poursuit. Crise sanitaire à présent avec la situation en Malaisie qui connaît une 3e vague depuis le début du mois de mai. Les hôpitaux sont au bord de la saturation. L'inquiétude monte face à la propagation du virus. Les autorités, quant à elles, ont décidé donc de prolonger le confinement. De rues désertes et de postes de contrôle de police à Kuala Lumpur. Un rayon de 10 km autour de leur domicile. Voilà les distances de déplacement auxquelles sont soumis la plupart des Malaisiens. Après l'annonce de la prolongation jusqu'au 28 juin du confinement national, les autorités ont lancé un appel à la population, lui demandant de ne pas sortir. Si le gouvernement impose des restrictions aux personnes qui parcourent plus de 10 km et qu'elles ne sont pas en mesure de le faire, votre commerce va tout simplement disparaître. Regardez autour de vous, beaucoup de magasins sont fermés parce qu'ils ne pouvaient pas subsister. Ce n'est pas seulement le loyer. Il y a aussi le salaire, les factures et tout le reste. Il y a beaucoup de facteurs, pas seulement un seul. C'est global, ce n'est juste pas possible. Des commerçants frustrés et un gouvernement confronté à des chiffres préoccupants. Selon les données du ministère de la Santé, des dizaines de nouveaux décès sont enregistrés chaque jour. Le nombre de patients en soins intensifs est passé de 902 à 917 en l'espace d'une semaine. Les hôpitaux arrivent à saturation. De nombreuses entreprises sont à bout de souffle. Ça fait déjà 1 an et demi, maintenant ça va faire 2 ans. Je ne peux pas dire si mon entreprise peut ou ne peut pas survivre. L'année dernière, on pouvait survivre avec peu. Puis il y a eu le 2e confinement et j'avais presque plus d'argent. Maintenant, nous sommes au 3e confinement et je n'ai plus d'argent. Il n'y a plus de travail par ici, il n'y a plus de travail. Cette résurgence s'inscrit dans un contexte régional. Les indicateurs liés à l'épidémie sont inquiétants dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, la Thaïlande ou encore Singapour. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.